Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter votre temps, votre attention, surtout votre compassion à chacune des éditions de Regard Social. Notre mission est celle de vous plonger au cœur de la société pour ressortir les difficultés, les réalités que traversent certaines personnes dans l'indifférence totale de l'humanité. Pour cela, nous marquons un temps d'arrêt afin de demander un peu de charité auprès de vous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à l'émission. Regard social de ce soir se penche sur un cas un peu particulier. C'est un jeune de la vingtaine qui a cessé ses études en raison d'une maladie qui affaiblit tout son être, tout son corps. Et ce soir, à travers son histoire, nous verrons bien sûr la misère dans laquelle sa famille démunie est plongée, les conditions de vie dans lesquelles ces personnes essayent de tirer le diable par la queue. Mesdames et messieurs, je vous demande ce soir d'ouvrir vos cœurs et de recevoir chez vous le petit Justin. Mais avant, je vous propose au travers de cet élément d'entrer dans son quotidien, dans la peau de cette famille qui a presque tout perdu. C'est à travers ces images qu'encore... Il souffre visiblement des plaies inguérissables sur ses deux pieds. Mon nom est Wabo, Simo Justin, Tomita. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Je suis élève au lycée bilingue de Boubongo de Petit Paris, en classe terminale D. Bon, je souffre de plaies inguérissables depuis 2009. Cela avait commencé comme des boutons, des petits boutons, 3 boutons comme ça. Bon, j'étais allé au champ une fois et bon, j'étais bien protégé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le lendemain matin, à mon réveil, j'ai découvert 3 petits boutons sur mon pied gauche. Et cela a évolué jusqu'à devenir des plaies incurables, malgré les efforts qu'on a pu employer pour soigner, pour la guérison. C'était vain. Bon, on a pu traiter cette plaie, mais elle s'est rouverte en 2011 toute seule. Et depuis 2011, quand on soigne, vers la fin du mois, vers la fin des vacances comme ça, fin août, début septembre, elle s'ouvre automatiquement et elle prend de l'ampleur. Et depuis 2017, que le pied gauche, comme c'était sur le pied gauche, ça s'est ouvert. Le pied droit aussi attaqué de la même manière. Donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur et ça n'a plus jamais essayé, même si c'est reprécis, ça n'a plus jamais montré de progrès de guérison. Et ça m'empêche de me déplacer parce que j'avais les béquilles là, je savais ça que je marchais. Il y a mes béquilles là à côté, je savais ça que je me déplaçais. Des blessures qui durent depuis plus d'une dizaine d'années. Et cela a fini par affecter une partie de son corps. Il ne passe pas un jour sans que Justin soit confronté à tous ces troubles qui l'ont éloigné de la vie sociale, de ses amis, même si quelques-uns lui sont restés fidèles. Il y a des jours où je n'arrive pas à me lever parce que quand on fait le pansement, ces douleurs, ça monte et ça attaque aussi le torse, toute la poitrine et le ventre là. Et tout derrière le dos. Tout ça fait mal au même moment. Et c'est un mal qui se répercute à chaque fois. À n'importe quel moment de la journée, ça peut me surprendre. Et quand ça commence, les douleurs sont intenses. Si je peux m'asseoir actuellement, je ne suis pas à 90 degrés. Je peux m'asseoir droit. Et quand cette douleur commence, même m'asseoir là, je ne peux pas. Je reste qu'allongé. Et ça, avec ces situations, ça ne me permet même plus d'aller à l'école. Je suis qu'à la maison depuis, je suis dépendant. Tous mes égaux aujourd'hui là, comme vous voyez là, sont en master 2 parce que j'ai 28 ans aujourd'hui. J'aurai 28 ans en novembre, le 29 novembre prochain. Mes égaux sont en master 2, je suis encore en terminale. Quand je tombe malade, ça prend de l'ampleur, ça me fauche de tous les côtés. Je perds le sommeil. Même pour attraper le sommeil, c'est un problème. Si je me dis que je prends le cahier pour apprendre, c'est comme si quand je prends le cahier que ça stimule les douleurs aussi. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix.
sincèrement. Justin, malgré les efforts que lui impose la maladie, a forcé pour suivre les cours et se comporter comme tous les autres élèves. Mais hélas, son état physique réussira à le maintenir hors de la part entière pour faire de lui un élève entièrement à part. Mais la seule chose qui me choquait le plus, c'était poser de sport. Je ne pouvais pas faire de sport. Maintenant, là, je peux même dire que mes pieds là ont un peu pris une forme normale parce que il y a des moments c'était comme mon doigt ici là. Très mince, si bien que moi je ne pouvais pas mettre, puisque le professeur exigeait que je dois mettre la tenue de sport, me présenter quand même sur le stade. Même si je ne dois pas faire. Qu'on voit quand même que je suis présent, je ne dois pas rester en classe. Mais à ce moment-là, j'étais tellement maigre, chétif, si bien comme mon doigt là, si bien que quand je mettais la tenue de sport, je n'étais pas à l'aise, moi-même je ne me sentais pas à l'aise. Le regard des gens, je n'étais pas à l'aise. Si bien que j'ai parlé au prof de sport, bon, il a été compréhensible, donc je restais souvent en classe aux heures de cours de sport. Si c'est pratique, je suis en classe. Monsieur Simo est le père de Justin. Il est passé par plusieurs petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, avant d'être contraint de retourner à l'agriculture de subsistance. Les malheurs de son fils l'affligent. Par manque de moyens financiers, Monsieur Simo va se diriger à la léproserie. Je suis Simon Michel, le père de la famille Wabo, Simon Justin Tomita. Mon parcours professionnel. J'ai travaillé à l'association équestre de Douala. J'ai travaillé au centre équestre de Bonabéry. J'ai travaillé au club Saint-Georges de Douala. J'ai travaillé à la société Afrique de Douala, où j'ai arrêté mes fonctions pour prendre la retraite en 2007, novembre 2007. J'ai eu à m'occuper de mes enfants avec tous mes revenus jusqu'à cette période. Malgré les difficultés que j'en avais, j'essayais de faire le maximum d'efforts. C'est pendant ma retraite que la situation de mon fils Wabo s'empire au fur et à mesure. Pendant que je m'occupe de ses soins, je m'occupe aussi de ses frères et sœurs. Et je n'arrive pas à avoir de l'équilibre financier. Je me donne le maximum, même en allant cultiver dans le champ, avec ma femme, du côté de Jacoma, à l'ouest, dans mon village, pour que nous puissions avoir de quoi nous nourrir, car les moyens financiers ne pouvaient pas nous satisfaire. Jusqu'à présent, je trouve très endetté, même dans les réunions, parce que la santé de mon fils m'oblige à m'occuper de lui et occuper de ses frères. Je prête de l'argent à la réunion qu'il n'arrive même pas à rembourser. Oui, quand j'ai constaté que c'était déjà trop avancé, je l'ai envoyé à l'hôpital de la léproserie d'Ibamba. Eux aussi, ils ont travaillé, mais ça n'a pas donné. Puisque le médecin a dû, à un moment donné, il a même gratté la chair qui était poussée. Ça devenait noir. Il a gratté, ça n'a rien de... La chair a repoussé, mais ça ne faisait que devenir noir. Une chair qui était glissante. Lui, il a dit qu'il ne pouvait plus. C'est pour ça qu'il est revenu. Et après, on a eu à utiliser les produits indigènes. Ça n'a fait que compliquer. Monsieur Simo consacre désormais le reste de son existence à veiller sur son fils. Sa stupéfaction est celle de n'avoir connu le soutien de personne. Je ne fais pas de réunions, beaucoup de réunions. Je fais seulement une seule réunion de ce quartier. Et la majorité des membres savent que mon enfant souffre. Vous comprenez? Personne n'est venu à mon aide, mais je sais qu'on connaît que mon enfant souffre, puisque depuis le mois d'août, je crois que je suis à la réunion 2 fois, pour m'excuser et que je m'occupe de mon enfant. La réunion siège que le dimanche, et je ne veux plus la réunion parce que je ne peux pas le quitter pour aller à la réunion parce que je veux boire une bière, je veux discuter avec les gens. Ça me fait autant de soucis.
Je préfère rester ici à la maison. S'il y a un verre d'eau, je bois, je suis tranquille. J'essaie d'éponger mon souci. La mère du petit Simon Justin est larmoyante. Elle se plaint du malheur qui l'accable tel un lourd fardeau. Son premier fils, son espoir, est redevenu un bébé sur lequel il faut veiller. Mon cœur est transpercé comme le cœur de la Sainte Vierge Marie. Quand Simon a dit que le cœur, la lance transpercera la lance avec le cœur. Moi, je me retrouve à sa place. Le cœur est transpercé. Puisque c'est malheureux pour moi de voir un enfant qui pourrait m'aider à cet âge, à 28 ans. Je me suis occupée de lui dès le bas âge jusqu'à l'enfant. Mais à l'âge majeur, je continue à m'occuper de cet enfant avec plein de douleurs, plein de larmes au lit. Mes nuits ne sont que des nuits de prière et de pleurs. Pas jamais de paix à cause de cette blessure qui s'est installée sur l'enfant. Moi, je ne sais pas ce que nous avions fait pour pouvoir mériter ce sort. Puisque moi, je ne me créerai jamais au quartier avec quelqu'un. Moi, je prends toute la compassion quand je vois le malheur d'autrui. Mais vraiment, c'est marrant pour moi de me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cette blessure que nous souffrons dans des centres au quartier, à la Dibamba, on traite la blessure. Quand la blessure cherche à guérir, au mois de fin d'août, début septembre, la blessure se s'ouvre. Malgré tout ce qu'on fait, la blessure nous regarde toujours comme ça. L'enfant n'a pas de paix. Au point où jusqu'à présent, il ne continue plus les classes à cause des douleurs parce qu'il ne supporte pas les douleurs à l'école. On l'a accordé cette permission. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite descende sur nous la miséricorde du Seigneur. Saisissez vous-même anti-serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Tandis que les autres esprits bienheureux sont frappés de stupeur, mais lui reste tout près de la majesté divine sans foi. Amen. Pour cette famille qui a perdu le sommeil en raison des troubles, pleurs et douleurs de Justin, le refuge est dans la prière, la foi, l'espérance de voir Justin recouvrer la santé. Ngapa ba mwega chepo go chochum gaya go fejime du ngasi so da ku chepe mo do bi pungwa mna khita ba be ga pingo tsam sama be go mi bua ngasi so go so khito teminga ye khita jo ye ba pung minga cha dolo joga dolo pour que pansement a kam gungwa ba chumne yawe vam tem si ala banangi susu wuduga chepo go chumchimo bogo so khite ha o susu apiege ta bois piege jume ta bois piege ko pieto nambu maga so bogo so khito no gumnyanga susu nga piege ko piege ko to na fa sho ayi gungun po ba piege to ko pieto la yo ni ko susu bogo so khito susu chepo chumchimpo piege bogo so khito ha menga ye khito so pe ba bli mo to we so pe ba po po chepe da ga po bata e ja kutu pega ba kle pega a cho baga ta pi o ja ga chepo to kutu wa aminga yum na cho so ga lo bi gunga chepo chum chim ma so ga so kutu so na go yanga ya ga do bi po kam kutu za po ga so po ga kutu wa ada pa ka itu wa pi ngombi po apa. J'implore tous ceux qui me regardent actuellement, toutes les âmes de bonne volonté qui me regardent en ce moment, de me venir en aide par rapport à ce que je souffre, afin que je puisse aussi recouvrir la santé comme les enfants de mon âge. Je vous assure, je suis assis, j'ai l'air presque en bonne santé, mais à l'intérieur ça ne va pas. On pouvait sortir la voix là. Je sens mal de l'intérieur.
Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tous mes amis, ils sont loin aujourd'hui. J'ai 28 ans. Je suis en classe de terminale. Mes amis sont des responsables. D'autres sont des médecins aujourd'hui. J'ai un ami qui est médecin. On a fait la 6e ensemble. J'ai des amis qui sont en master 2. Des amis qui sont pères des enfants, de 2 enfants même. Donc j'ai besoin de retrouver une vie normale. Je vous en supplie. Je suis le premier garçon d'une famille. Il y a d'autres personnes derrière moi. Il y a les amis ou d'autres. Ils vont à l'école même en retard. Ils sont à la maison. Parce que le pauvre sou que le peuple a venu à avoir, ça passe sur ma santé. Mais en vain. Ça passe sur ma santé, mais en vain. Il n'y a pas de solution. Il ne trouve pas de solution. J'ai vraiment besoin d'un soutien, d'un très grand soutien, pour pouvoir recouvrer une vie santé, qui peut aussi me permettre de mener une vie normale comme mes amis. Je vous en supplie. Venez en aide à une âme inconnue qui pleure et appelle à l'aide. Je vous en prie, aidez-moi aussi. Je vous en supplie. Ces conditions ne me conviennent pas et ça me fait mal. Ça me fait mal de l'intérieur. Et physiquement, les plaies, quand les douleurs commencent, mon Dieu. Mon enfant sur qui j'ai trop souffert de nombreuses années, que ceux qui peuvent me venir en aide, les gens de bonne volonté qui peuvent venir en aide, qu'ils le fassent. Parce que j'ai déjà multiplié mes efforts à tous les niveaux. Ça ne donne pas. Si je fais recours aujourd'hui, c'est parce que ça me dépasse. Depuis des années, je me force à le faire. Mais aujourd'hui, ça me dépasse. Après que je me retourne vers le monde. Moi, en tant que chrétien, croyant, pratiquant, si mon enfant vit encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu existe. C'est parce que Dieu exauce nos prières. Sinon, cette maladie l'aurait déjà entraîné. Je crois, d'un moment à l'autre, il va guérir, il va marcher. C'est vrai qu'il aura du retard dans sa vie. Mais je sais que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Il se rattrapera au niveau où le Seigneur lui permettra. Je suis sûr. Je crois en Dieu. J'espère et je suis sûr que Dieu lui apportera cette guérison. Parce que je sais que tout ce qu'on demande à Dieu avec foi, il nous donne. Dieu n'a jamais refusé de donner quelque chose à ceux qui crient vers lui. Voilà. Voilà le triste récit de la vie du jeune Justin, un jeune de la vingtaine qui n'a rien fait pour mériter tous ces malheurs qui lui tombent dessus d'un seul coup, qui n'a que demandé à vivre. Voilà le malheur d'un enfant qui plonge toute une famille dans la désolation, dans le désespoir. Une famille chrétienne qui vous tend la main, vous en tant que chrétien. C'est le moment de manifester votre amour pour votre prochain. Car ces parents, cette famille a besoin de vous. Avec nous dans cette émission, nous recevrons des spécialistes qui viendront nous tenir la main sur la route de la connaissance pour nous permettre de mieux cerner cette maladie, de mieux comprendre ce qui arrive à ce jeune Justin. Mais avant, nous sommes sur ce plateau avec monsieur, la grande famille Simo au complet, c'est-à-dire le père, la mère et le fils concerné, Justin. Je commencerai par le père. Bonsoir, monsieur Simo. Bonsoir. Merci d'avoir pu trouver le courage de nous retrouver sur ce plateau. Oui. Après, bien sûr, les moments que vous traversez. Oui. Madame Nicole Simo, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Monsieur. Merci encore d'être là. Merci, mon père. Je sais ce que vous avez délaissé pour venir sur ce plateau ce soir. Et merci encore. Merci, mon père. Justin, tu as pu te rassembler, trouver le courage, la force surtout, d'arriver ici, d'arriver jusqu'au 6e niveau de l'immeuble Equinox pour venir partager ton histoire
pour montrer combien de fois tu souffres. J'aimerais d'entame te poser une question qu'on pose d'habitude à tous les jeunes. Quel est ton rêve? Quelle est ta passion, Justin? J'ai toujours voulu être informaticien en réseau et télécommunications. C'est mon rêve. Devenir un ingénieur informaticien en réseau et télécommunications. Je suis passionné par les ordinateurs. Il n'y a pas une application que je trouve et qui me dépasse à manipuler. Justin, je vais te demander de donner un peu de la voix. Je sais que c'est très pénible pour toi, mais essaye de donner de la voix pour qu'on puisse t'entendre à la maison. Fais un peu d'effort, je t'en prie. D'accord, je vais parler un peu plus fort. C'est vrai, j'ai mal au ventre actuellement. Je disais tantôt, mon rêve, c'est de devenir ingénieur en informatique, réseau et télécommunications. Parce que je suis passionné par les ordinateurs, l'outil informatique en général et le digital. C'est ça qui me passionne le plus. Depuis la maladie, depuis que tu fais cette maladie, est-ce que tu continues à rêver, à croire, à avoir de l'espoir? Oui, c'est toujours sur cet objectif que je suis figé. Parce que même dernièrement, il y a eu des groupes de préparation certains concours d'entrée dans les grandes écoles qui sont passés dans notre lycée. Et ils nous demandaient de remplir les fiches. Donc c'est sur ça que j'ai signé. J'ai remis mon nom avec la filière que je sollicite, c'est réseau et télécommunications. C'est ça qui m'intéresse le plus. Tu as parlé tout à l'heure dans ton histoire, au travers de ce reportage, du regard des autres lorsque tu essayais d'enfiler une tenue de sport pour aller faire sport. Le regard des autres, ce n'est pas que à l'école, c'est aussi au quartier, dans la rue. Comment est-ce que tu vis ça? Comment tu perçois le regard d'autrui? Est-ce que ça te met carrément à côté, ça te met à la marge? Est-ce que tu te sens comme quelqu'un qui est exclu lorsque tu marches, exclu de la société? Comment tu vis ça? Réellement, quand je marche, que ce soit au quartier ou parfois à l'école, il y a des gens qui me regardent bizarrement. J'aimerais croire que peut-être ils s'en foutent pas mal de ce que je vis en réalité. Mais c'est moi qui sais ce que j'ai au fond de moi, je souffre au fond de moi. Mais si je veux me fier seulement au regard des autres, je suis sûr que je m'enfoncerai dans l'amertume. Donc parfois je dis que c'est la vie. Je dis que c'est la vie, mais même si parfois je pleure en solo. Il m'arrive de pleurer, mais je pleure en solo. Alors, Justin, dis-moi comment tu te sens. La maladie a commencé par des acnés, tu disais, par des boutons qui ont commencé à apparaître sur le pied droit. Oui. Et puis les blessures sont venues après. Oui. Mais aujourd'hui, avec le temps qui est passé, tu commences à avoir d'autres complications. Lesquelles? Comment tu te sens? Comment se comporte ton corps? Pour dire vrai, c'est comme si le pied là est affecté tout le reste de mon corps. Parce que même étant assis actuellement où je parle là, j'ai vraiment mal au ventre et au dos en même temps. Lorsque j'ai fait le pansement par exemple, les douleurs montent. Quand j'ai la douleur, ça monte, ça attaque les reins. Le dos s'ensuit, puis le ventre aussi, jusqu'à la poitrine. Je sens régulièrement mal. Et cette douleur se répercute à chaque instant. Même si la douleur du pied baisse, celui-là doit rester. Et ça fait que je ne parviens pas à m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir comme vous, par exemple, à 90 degrés là. Je ne peux pas. Il faut que je prenne une position d'un angle assez grand que 90 degrés ou alors je sois allongé. C'est ça qui m'a... Donc c'est cette douleur-là assez intense et plaie aussi qui m'ont poussé à arrêter l'école. Ça fait 3 semaines aujourd'hui que je ne suis pas là à l'école. Ok, on va te laisser souffler un tout petit peu. Je vais me tourner vers vous, monsieur Simo. Vous êtes le père de Justin. Avec le temps qui a passé aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la maladie de Justin est visible? Est-ce qu'il a perdu de lui-même lorsque vous regardez votre fils? Oui, il a beaucoup fondu. Et il ne mange pas suffisamment.
Il ne mange pas suffisamment. Vous êtes... Il n'a pas d'appétit. Vous avez Il ne cumulé dort plusieurs pas. fonctions. Il ne dort pas suffisamment. Il ne mange pas suffisamment. Il n'a pas d'appétit. Et avec ces douleurs accrues, il ne peut pas être à l'aise. J'aimerais savoir, vous êtes père d'enfants. Oui. Aujourd'hui, vous vivez pratiquement grâce à l'agriculture de subsistance. Et certainement, entre-temps, vous avez des petits travaux que vous effectuez, vous prêtez de vos services pour le compte d'une entreprise. Est-ce que cette entreprise prend en compte le fait que vous ayez un enfant souffrant? Non, je ne l'ai jamais déclaré puisque je suis temporaire. Je l'ai déclaré quand je n'ai même pas un salaire. Voilà. Je n'ai pas un salaire fixe, je n'ai pas une assurance. Je me débrouille comme ça. Avec les revenus du champ et ma petite pension. Avec les revenus du champ que je fais avec ma femme et ma petite pension. Et comment est-ce que vous réussissez à envoyer, puisque Justin a des cadets, Oui. comment est-ce que vous réussissez à faire vivre votre maisonnée? Je me trouve dans une banque où je prête de l'argent et qu'on débite régulièrement sur ma pension. Le reste, je gère pour la famille. Les douleurs de Justin? Oui, je gère pour tout. Quand il a une ordonnance, je ne peux pas manquer de l'acheter, je m'efforce de l'acheter. Mais on n'a pas de provision pour dire qu'on peut amener dans un hôpital, faire des consultations, faire des radios. Je ne me trouve pas dans ces possibilités-là. Je veux comprendre quelque chose. Oui, Au quotidien, il éprouve des douleurs. oui. Alors, comment vous faites passer ces douleurs-là? Qu'est-ce qu'on l'administre? Comment ça se passe lorsqu'il se tord de douleur? Il a un produit de massage qu'on lui a fait, comme vous avez vu tout à l'heure à l'écran. On lui a fait ça et après un temps, Donnez de la voix, je vous en prie, parlez plus fort. quand on lui a fait ce produit de massage, après un temps, ça s'adoucit. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est quand Dieu permet que ça se calme. Parce qu'en appliquant ça, on n'est pas toujours très sûr qu'à 100% la douleur va s'arrêter. Alors, au début de sa maladie, certainement des personnes, votre entourage, Oui. vous a donné des conseils, on vous a orienté ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment est-ce qu'on a vu cette maladie d'une blessure inguérissable? Je n'ai pas un entourage qui s'occupe de ma vie. Vous étiez chez moi, j'ai mon entrée. J'entre, ressors, je ne vais pas chez les voisins, je ne suis pas curieux. Quand je sors, je reviens à la maison. Soit je sors pour aller faire mon sport, je fais les arts martiaux, soit je sors pour aller faire mon sport. Ou bien je suis à la maison, ou je vais à l'église. Voilà mes préoccupations. Justement, puisque vous évoquez l'Église, vous êtes bien sûr chrétien, fidèle chrétien, Oui. catholique. Oui. Au sein de la communauté catholique, quels sont les efforts qui ont été faits pour l'enfant? Les efforts ne sont pas matériels ni financiers, c'est la prière. De temps en temps, ses amis et les amis de madame viennent à la maison, puisqu'il appartient à la Légion de Marie jeune. Et ma femme appartient à la Légion de Marie adulte. Et je suis aussi, comment on appelle ça? Je suis auxiliaire. Voilà. De temps en temps, on passe à la maison, de rendre visite, on fait des prières. C'est vrai que certainement, vous êtes passé par des prières, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez aussi besoin d'une aide financière de la part de cette communauté chrétienne? Est-ce que vous n'avez pas essayé de leur faire comprendre je le veux vous besoin dire, qui se la pose? communauté chrétienne n'est pas une réunion. Je ne dis pas que c'est une Non, j'ai dit que ce n'est pas une réunion où on peut dire qu'on va porter de l'aide. Parfois, ses amis peuvent venir en lui gardant peut-être 2000 francs ou 3000 francs. Des jeunes comme lui, ils peuvent aller sur leur argent de beignet et sortir peut-être 100 francs. Ça fait 2000 francs, on va lui donner. Mais les adultes ne font pas pareil. Est-ce que vous en avez parlé au sein de votre communauté? Vous en avez parlé? Je veux bien vous dire que si lui, les chrétiens, quand ses possibilités lui permettent, il ne manque pas d'être à l'église. Tout le monde connaît qu'il est souffrant. Je n'ai plus besoin d'aller me tenir debout pour dire à l'assemblée, voilà, mon fils est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Non. Je ne trouve pas ça normal. D'accord. Je vais me tourner vers la maman, celle certainement qui supporte tous les coups
de la maison, qui supportent l'ambiance et qui essaient de mettre un autre genre d'ambiance malgré ces moments difficiles. Alors, Madame Simon Nicole, comment vous vivez la maladie de votre fils? La maladie de cet enfant, pour moi, est tellement douloureuse. Je ne peux pas dire que je vis cette maladie de ma propre force. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Vu l'endurance, le temps que cette maladie a mis, vu l'endurance des douleurs, moi, je ne peux que remercier le Seigneur, la très sainte Vierge Marie qui intercède pour nous. Puisque sans elle, elle ne me donnait pas cette endurance et l'espérance dans la foi, dans la confiance, je serais entrée de marabout en marabout. Mais comme jusqu'aujourd'hui, je me retrouve dans votre plateau, n'ayant pas mis pied chez un marabout, je n'ai pas qu'à l'église, prière sur prière, prêtre par prêtre, je rends grâce à Dieu n'avoir pas toqué la maison des marabouts. Puisque les douleurs dont cet enfant endure, ça, tu n'as pas la foi, tu vas entrer là où il ne fallait pas entrer. Tu vas entrer là où il ne fallait pas entrer. Parce que mes nuits ne sont que des nuits de prière. Le lit inondé de pleurs, jour et nuit, je marche et je bavarde. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne à la maison et je crois que je vais trouver l'enfant un peu en paix. Comment ça va, maman? Ça ne va pas. Parfois, il ne me répond pas. Il est sous les douleurs. Douleur sur douleur. J'ai vu ça, pas par ma propre force, mais par la force du Très-Haut. Puisque quand je vois l'endurance, 15 ans, plus de 15 ans, ce n'est pas 15 mois ni 15 semaines que je souffre devant cet enfant, derrière cet enfant. Nous souffrons derrière cet enfant. Donc ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas la force de l'Éternel. Parce que quand je regarde, moi je dis, Seigneur, je suis incapable de vivre ce cas. Si je vis, je supporte. Ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas ta volonté. En tout cas, merci à vous d'avoir trouvé le courage. Merci à surtout vous, chers téléspectateurs, qui nous rejoignez à l'instant. Faut-il encore vous rappeler que nous attendons de vous votre aide, votre sens de la compassion, en réagissant bien sûr par des dons, je veux dire, via les numéros qui sont au bas du petit écran. Réagissez, apportez de l'aide à ce jeune homme qui a encore beaucoup à apporter, pas que pour sa famille, mais pour notre société. Certainement un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent, des millions de téléspectateurs qui nous regardent, Monsieur Simo. Je ne saurais pas comment remercier tous ceux qui nous regardent. Je ne saurais pas comment remercier tous ceux qui auront la bonne volonté de nous apporter de l'aide. Il n'y a que Dieu qui pourra les récompenser. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. On va recevoir dans quelques instants nos invités, surtout les spécialistes, ces personnes qui vont nous tenir la main pour mieux comprendre ce que traverse cet enfant, pour mieux comprendre ce que vit Justin. Il s'agit du docteur Francis Gadieu qui sera avec nous dans un court moment. Nous aurons également l'amitié et l'honneur de docteur Gustavo Tao qui va nous rejoindre dans un bref instant. Le temps d'une transition et puis on revient à vous pour la suite de l'émission. Faut-il rappeler que vous avez la possibilité de pouvoir réagir en envoyant bien sûr vos dons via les numéros qui sont au bas du petit écran. Je le disais encore en propos, en entame de cette émission, c'est une famille chrétienne qui ne demande que de l'aide. Si vous êtes porté par l'amour du prochain, je crois qu'il est temps de pouvoir réagir et de montrer votre amour pour l'être humain. Alors Justin, comment tu traverses tes journées? Comment tu commences ta journée? Comment tu la termines? Qu'est-ce que tu fais régulièrement dans tes traditionnels, dans tes journées, tes journées? Le matin, quand je me réveille, avant de me lever, je prie avant de quitter mon lit. Et si vraiment les douleurs me permettent de quitter mon lit, je retrouve la force de me lever et je vais au salon. Je m'adosse pour pouvoir, si les douleurs sont vraiment calmées, je pourrais
peut-être pas mon cahier, puisque lorsque les douleurs me laissent un peu, c'est la seule chose à laquelle je pense. Prendre mon cahier pour pouvoir réviser. Mais toujours est-il que les douleurs me prennent à n'importe quel moment, ça ne me prévient pas. Donc c'est de façon inhabituelle, je ne m'attends pas. Ça survient à n'importe quel moment. Comme ça me prend souvent à 17h, c'est à 4h que je peux trouver le sommeil. Un petit sommeil, je peux dormir jusqu'à 5h30, 6h. Et quand ça reprend encore, c'est vers 10h30 midi que ça me laisse. Donc les douleurs sont vraiment... C'est accro et ça ne me prévient pas. Il n'y a pas de moment propice choisi pour ça. Ça vient tout seul. Je ne sais pas comment ça se manifeste. On ne peut pas cerner quand est-ce que ça va commencer. Comme actuellement, j'ai mal au dos. Le dos et la poitrine me font mal actuellement. Là. Donc j'essaye un peu de me tenir. J'aimerais souligner un aspect de certaines douleurs que tu ressens. Tu m'as fait comprendre, tu t'es confié en me disant que c'est après l'opération, parce que tu as eu l'appendicite. C'est après cette opération que certaines douleurs ont commencé à se sentir dans ton corps. Oui, depuis que j'ai fait la classe de 4e, je sentais déjà mal au ventre. Bon, c'est en 2014 qu'on a découvert, j'avais eu l'appendicite. On a fait l'échographie et on avait opéré. Quand on a opéré l'appendicite, 2 ans après, j'ai commencé à ressentir encore mal au ventre. Mais ce n'était pas ça ne localisait pas seulement le côté où on avait opéré. Donc c'était un mal généralisé qui va du rein jusqu'à la poitrine et s'attaque aussi le dos. Et jusqu'aujourd'hui, ce mal est là. Je sens mal à longueur de journée. Ça ne me permet pas de m'asseoir convenablement. Et c'est ça qui fait que je sois à la maison et que j'arrête les cours en mi-chemin. Alors, on va te laisser souffler. Avec le concours de la réalisation, on va prendre une courte transition et revenir sur le plateau avec nos invités, nos spécialistes. À tout à l'heure. Recevons cette fois-ci le docteur Francis Gadieu de la Polyclinique et de chirurgie et traitement des brûlés qui est parmi nous, qui va nous éclairer davantage sur ce que vit le jeune Justin Simo. Docteur, bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Bienvenue surtout. C'est bien. Ah oui, alors, notre jeune frère de 28 ans qui présente depuis environ 13 ans des plaies qui sont dites inguérissables au niveau des pieds, au niveau des chevilles plus précisément. Alors, certes, des plaies inguérissables, comme on le dit, ça n'existe pas réellement. Ce sont des plaies dont on n'a pas encore trouvé les causes. Et généralement, il faudrait savoir que chez lui, ça entre dans un cadre apparemment, à première vue, ça entrait dans un cadre bien plus grand que ces plaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, il doit avoir un souci sous-jacent qui a peut-être comme manifestation des plaies. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose, docteur. Est-ce qu'on peut être tenté de dire que ça a été, ça aurait pu être interrompu avant bien sûr que ça n'arrive dans cette phase, à cette étape? Alors, est-ce qu'on peut être tenté de dire que ça aurait pu être interrompu? Je ne pourrais pas le dire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore trouvé une cause, on ne peut pas encore régler le problème. Ça veut dire qu'il faut d'abord identifier la cause de ces plaies. Et je ne pense pas, quand je vois notre jeune frère, je ne pense pas que la plaie soit vraiment son principal problème, son gros problème. Je pense que la plaie fait partie de la partie visible du problème. Il est assez amaigri, il a des douleurs au niveau abdominal, il a des douleurs au niveau thoracique, il a mal au dos, comme on le dit si souvent. Alors, tout ça avec une plaie. Je pense qu'il a des problèmes bien autres, bien plus costauds que cette plaie, qu'il faut déjà explorer. Ça veut dire que son problème est bien plus grand que la plaie, je pense. Alors, je reviendrai avec vous pour vous relancer, parce qu'il y a une question qui me vient à l'esprit juste après votre déroulé. Mais recevons tout d'abord le docteur Tao Gustavo, qui est généraliste. Bonsoir, docteur Gustavo. Tao. Bonsoir, matin. Bonsoir, monsieur Matin. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être toujours ici. De retrouver le plateau de regard social. Alors, docteur, d'entame comme ça, je pose une question. Quelles sont les hypothèses de diagnostic qu'on peut poser après, bien sûr, l'analyse, après, bien sûr, toute cette description?
Je dirais que face à un tableau pareil, comme l'a si bien dit l'auteur Gadjeu, il faut aller d'abord d'emblée sur le plan spécifique, donc sur le plan local, la plaie, mais pense aussi plus sur le plan général. Déjà, une plaie, le plus souvent, même négligée, quelques rares fois, la probabilité d'une guérison spontanée est souvent bien plus grande que la normale. Alors maintenant, des plaies négligées, il y en a plein. Faute de moyens, faute de temps, faute de prise en charge et autres. Mais lorsqu'une plaie persiste autant avec une aussi bonne et visible attention d'état général dans son cas, à lui et de mon frère, il faudrait beaucoup plus chercher le problème un peu plus en haut. Ça veut dire qu'il faudrait essayer de regarder le terrain d'abord en premier, essayer de regarder l'état général avant de regarder la plaie, puisque la plaie, tu peux dire, la plaie n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire qu'il doit y avoir des problèmes sous-jacents. Bon, maintenant, il faudrait savoir ce qui a été fait, comment ça a été fait, si la plaie était bien prise en charge. Donc, pour aller parler d'hypothèse diagnostique là maintenant, il y en a tellement qui peuvent nous venir à l'esprit. On peut parler d'ulcère, on peut parler de... Et si on allait par élimination, qu'est-ce qui peut être plus probable? Non, actuellement, on ne peut maintenir en face de nous qu'un ulcère. Puisque au vu des photos, des types de la plaie, on ne peut penser qu'à un ulcère chez lui maintenant. Maintenant, allons savoir maintenant pourquoi un jeune de cet âge fait un ulcère. Y a-t-il des facteurs de risque principaux? Peut-être l'âge, je ne croirais pas. Peut-être maintenant le terrain, la négligence de la plaie, comment elle a été traitée, est-ce qu'il y a une notion de surinfection? Parce que lorsqu'il décrit bien la plaie dans l'histoire, il a été piqué au champ, il est rentré avec quelques petits boutons qui ont évolué au point de donner cette plaie-là. Maintenant, est-ce que la piqûre a donné la porte d'entrée à un germe qui a créé cette plaie et a une négligence dans la prise en charge qui a donné cette ulcération? Est-ce que cette plaie n'a été qu'une partie visible d'un mal déjà qui préexistait depuis là-bas? C'est tout cela qu'il faut maintenant investiguer. C'est pourquoi je ne dirais pas qu'il n'y a pas de diagnostic arrêté maintenant. Je dirais juste qu'il faudrait encore des investigations encore plus poussées pour avoir un diagnostic principal face à un tableau pareil. On pourrait aller sur la base d'un ulcère, certes, mais je ne dirais pas que ce soit le diagnostic définitif chez lui. Alors, j'aimerais revenir avec vous, docteur Gadjeu. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que le paramètre de l'opération est pris en compte, puisqu'il dit que c'est après l'opération de l'appendicite qu'il a commencé à ressentir certaines douleurs, certaines anomalies. Est-ce que ce n'est pas aussi pris en compte pour comprendre ce qui lui arrive? Déjà, quand il s'agit de prendre une personne en charge, il s'agit de connaître toute son histoire, c'est-à-dire toute l'histoire de sa maladie, toutes ses habitudes alimentaires, tout son milieu de vie. Il faut prendre, tout est pris en compte, tout. Est-ce qu'il prenait de l'alcool, est-ce qu'il fume, tout est pris en compte, on ne néglige rien. Et c'est pour cela qu'un cas pareil est pluridisciplinaire. Ça veut dire que le chirurgien ne pourra jamais agir seul parce qu'effectivement, le chirurgien saurait très bien comment faire cicatriser cette plaie. Mais si on n'en trouve pas la cause, ça reviendra. On aura beau la faire cicatriser 10 fois, elle reviendra 10 fois. Alors, c'est à ce niveau qu'on a besoin toujours des autres disciplines pour pouvoir définir la cause. Quand ils ont défini la cause, très souvent même, ils trouvent la cause, ils traitent la cause, et maintenant quand ils ont fini de traiter la cause, nous, on règle le problème de la plaie. Lors d'une conversation avec vous, mais passé par la tête, en fait, vous l'évoquiez dans votre commentaire, est-ce que la drépanocytose peut mener à ce qu'on ait des plaies sur les pieds? Alors, les ulcérations de membre inférieur sont des complications de drépanocytose qui surviennent très souvent au niveau des chevilles. Tout à fait, ça fait partie des causes. Et comme on a dit chez notre jeune frère, il s'agira de rechercher toutes les causes possibles jusqu'à éventuellement n'en trouver aucune. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas assez cherché. Alors, nous recevons avec nous Dr Meledi qui nous a décidément rejoint malgré les embouteillages. Il s'est battu à nous faire l'amitié et l'honneur d'être là. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir et toutes mes excuses pour ce retard. Vous êtes tout pardonné. Alors docteur, malheureusement vous n'avez pas suivi le reportage avec nous. Il s'agit du jeune Justin Simo qui souffre du moins des blessures qui sont apparues sur ses pieds et qui ont eu des complications bien plus tard, avec des douleurs qui l'éprouvent sur le torse, des problèmes digestifs. Lorsqu'il y a l'apparition des acnés sur les pieds, en tant que dermatologue, à quoi est-ce que vous pensez?
Oui, bon, c'est vrai que je n'ai pas suivi le reportage, mais j'avais quand même déjà vu des images avant. Et effectivement, à écouter mes confrères, ça correspond à un ulcère chronique de jambe ou un double ulcère, puisque les deux jambes sont touchées. Ce que l'on pourrait appeler familièrement une plaie chronique de la jambe. Ça peut débuter de plusieurs façons différentes, mais en réalité, ce qui nous intéresse le plus, c'est la plaie déjà installée, parce que c'est celle-là qu'il faut savoir reconnaître et c'est celle-là qu'il faut savoir traiter, étant entendu que, quelles que soient les étiologies, le traitement de ces plaies-là ont presque tout un socle commun, ce sont des pansements qui doivent être bien faits. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, le traitement de ce qui est sous-jacent est important. Qu'il s'agisse d'une malnutrition, d'une drépanocytose, d'autres choses, c'est très important, mais le socle commun qui consiste à faire des pansements de bonne qualité, on doit le retrouver pour toutes les plaies. Alors, ça veut nettement dire que c'est un problème qui nécessite plusieurs interventions. À comprendre votre déroulé, ça veut dire que ce n'est pas un problème qui concerne que la peau. Non, ce n'est pas un problème qui concerne que la peau, bien entendu, mais ce qui est important ici, c'est l'aspect chronique de la chose. Dès que c'est chronique, il faut s'assurer, premièrement, que l'os n'est pas touché, parce que si l'os est touché, on ne parviendra pas à cicatriser la plaie. Et puis, deuxièmement, il faut s'assurer que cette plaie chronique ne s'est pas transformée en cancer. Donc, une fois qu'on a levé ces deux obstacles-là, effectivement, le gros problème consiste en la gestion de la plaie, la gestion des pansements, qui, lorsque on obtient des résultats, lorsqu'on obtient une plaie relativement propre, peut conduire à ce qu'on appelle les greffes de peau, qui permettent donc d'aller beaucoup plus vite dans la cicatrisation. Alors, docteur Gustavo Tao, je veux comprendre, comment est-ce qu'on peut parvenir à guérir ce patient, ce malade? Avant le diagnostic, on a fait des hypothèses certainement. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'on va un peu vite en besoin de faire d'abord, parce que pour parler... On a fait des hypothèses de diagnostic. Évidemment, en fait, en médecine, le canevas est simple. C'est examen clinique, paraclinique, traitement. Il faudrait déjà avoir identifié la cause principale. On va poser le diagnostic effectif, qui sera le diagnostic de travail, et c'est sur la base de ce diagnostic qu'on traite. On ne va pas traiter dans l'air, on traite d'abord ce qu'on sait. Donc, comme je disais tout à l'heure au début, c'est le plus dur ici, déjà, c'est d'abord de savoir... de pouvoir reconstituer l'histoire entière de la maladie. C'est-à-dire, on nous a dit, il est rentré du champ, il a fait donner le déroulé selon ce qu'il a vécu. Mais il faudrait, lors d'une consultation, déjà pouvoir ressortir les éléments importants, les antécédents qui sont importants, le terrain du patient. Comme disait tout à l'heure le docteur Milégi, avant moi, ça peut être une malnutrition, ça peut être un drépanocytose, ça peut être un patient avec une maladie chronique. Il y en a plein. Et tous ces facteurs et tous ces éléments peuvent être des facteurs de risque qui peuvent entraîner une chronicité sur une plaie pareille. Maintenant, il faudrait maintenant aussi évaluer le degré d'avancement de la plaie. Parce que les ulcères, on les classe en médecine avec des grades. Moi, je ne vais pas citer classification, mais il y a des grades. Et à chaque type de grade correspond une traitement bien adéquate. Et je persiste encore, je suis d'accord avec le docteur Milégi qui disait encore au début, le traitement ici est d'abord principalement les pansements. Bien que le traitement de la cause sous-jacente sera forcément à de l'étiologie, peut-être un écouvillonnage possible et trouver le gemme, identifier le gemme en fait qui peut créer cette persistance de l'aberrance de la plaie. Mais ici, il faudra d'abord pouvoir aseptiser le milieu et puis trouver comment maintenant, s'il n'y a pas, régénération spontanée de la peau, trouver comment faire une greffe. Bon, là, c'est pour le traitement de la plaie en question. Maintenant, il faudra maintenant évaluer le terrain, évaluer maintenant le tableau du patient en général et trouver, si possible, si une cause générale, la traiter aussi. Ça peut être une septicémie généralisée. Il y en a juste une manifestation. Ça peut être une pathologie veineuse qui entraîne un ulcère, peut-être par un mauvais retour veineux, par exemple. Donc il y a du sang qui stagne sur place et entraîne une pollinisation bactérienne et autres. Bref, il y a plein de pathologies sous-jacentes qui peuvent expliquer le fait qu'une plaie pareille tienne aussi longtemps chez un patient. Bien que, bon, il est clair quand même qu'au vu de l'évolution de la plaie, on devrait penser beaucoup plus déjà au tableau de la mauvaise prise en charge d'abord. Mauvaise, pas dans le sens où elle est mauvaise par le clinicien qui le suivait, non, peut-être pas le temps, peut-être pas les moyens dont on disposait. Peut-être au début, on a fait peut-être 1, 2, 3 pansements adéquats et puis, faute de moyens, on a dû rentrer à la maison, faire les pansements à domicile où la sepsie n'est plus maîtrisée. En ce moment, on peut avoir même réinfecté encore la plaie. C'est tout ce tableau qu'il faudra évaluer. C'est pourquoi, déjà d'emblée, il faudra que on revoie encore le patient en consultation généraliste, qu'on puisse maintenant établir les parts de chaque spécialiste qui
pourront maintenant, de par leurs compétences, se donner leur point de vue et leur intervention. C'est pourquoi le docteur Ngadieu, fort heureusement, l'a dit au début, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ce n'est pas un seul médecin qui va traiter ce genre de patient. On ne va pas dire que c'est la problème du chirurgien. Il faudra que chacun donne son point de vue et apporte son grain de sel. Alors, docteur Ngadieu, je veux savoir, tout comme les téléspectateurs, j'aime à rappeler que cette émission a aussi un côté pédagogique parce que nous prenons le temps aussi de distiller de la connaissance au travers, bien sûr, des spécialistes qui nous tiennent la chandelle pour qu'on puisse mieux comprendre. Il y a peut-être dans vos entourages des personnes qui ont ce genre de manifestation. C'est le moment de comprendre. Et pourquoi ne pas anticiper? Alors, parlons d'anticipation, docteur. Il y a certainement des phases que l'on saute dans le suivi prénatal, qui, bien, je veux dire, lorsque l'enfant naît ou avant que l'enfant ne naisse, il y a un suivi pour comprendre ce qui peut arriver dans l'avenir. Qu'est-ce qui explique le fait de la réticence? Pourquoi est-ce que cela n'est pas calqué, marqué dans nos habitudes? Alors, le suivi prénatal, le suivi implique automatiquement examen. Examen implique automatiquement des frais. Il n'y a pas de moyens. Très souvent, il n'y a pas de moyens. Alors, si on vous dit simplement, en prenant un cadre général, vous devez faire des bilans annuellement pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de moyens. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne le faites pas. C'est pourquoi vous avez remarqué, déjà, prenant le cas des simples grossesses, une dame qui doit faire peut-être 3-4 échographies avant l'accouchement, ben, elle n'en fait pas. C'est le jour de l'accouchement qu'elle vous rencontre une sage-femme ou un gynécologue pour la première fois. Donc, si déjà ça arrive, vous ne me demandez pas qu'il y ait un suivi par la suite. Ensuite, en dehors des moyens financiers, il y a aussi la communication. La communication n'arrive pas à tout le monde. Donc, certaines personnes ne sont pas informées. Certaines personnes ont des moyens et sont réticents d'aller à l'hôpital. Certaines personnes sont informées, ont des moyens, mais certaines personnes sont très attachées aux principes traditionnels de suivi. Donc, tout ça, tous ces faits de société entrent en jeu pour que notre santé soit dégradée. Donc, même en matière de suivi d'une plaie, il y a des pansements. Vous faites un pansement, vous faites des pansements, vous faites des pansements. Par exemple, simplement des pansements bétadinés tous les jours, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, une personne, ben, à un moment donné, posez-vous la question. Pourquoi ça n'évolue pas? Ça ne fait que grandir, ça n'évolue pas. Il y a toujours, et je rate toujours encore de toutes mes médiatures, des méthodes, des techniques d'asepsie. Et parfois même, il est important de demander à un confrère, ah tiens, j'ai une plaie, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 6 mois que je fais le pansement, ça n'évolue pas. Prenez des renseignements. J'ai vu par exemple chez notre patient, les bandes étaient toutes vertes, celles qui étaient séchées à l'extérieur étaient toutes vertes. Ça veut dire forcément qu'il y a une infection, un microbe en dessous. Alors est-ce que c'est le même microbe qui persiste depuis 13 ans et qui, à chaque fois, se réveille et relance? C'est une possibilité aussi. Donc il y a tellement de choses à faire, des prélèvements, donc recherche d'un germe. Et dans la prise en charge d'une plaie, vous avez une première étape qui consiste à on dit cicatrisation dirigée, ça veut dire qu'on fait des pansements correctement. Surtout parce qu'on dit quand on dit pansement, il ne faut pas juste couvrir. Le pansement doit être bien fait, suivant quelques règles d'asepsie. La deuxième méthode de cicatrisation des plaies qui consiste aussi à faire une suture. Dans son cas, c'est éliminé déjà. Et la troisième méthode qui consiste à faire des gestes de chirurgie plastique, de chirurgie reconstructrice, des greffes de peau, des lambeaux. Mais pour la chirurgie plastique reconstructrice, on demande toujours une préparation du socle. Si c'est infecté, le lambeau ne tiendra pas, la greffe ne tiendra pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait aussi pour traiter l'infection? Naturellement, des prélèvements d'abord, une culture avec antibiogramme qui vont suivre. Et ensuite, on aura certainement à faire d'autres méthodes. Soit il y a des méthodes, malheureusement, je ne sais pas si on les fait déjà au Cameroun, le traitement des plaies par question hyperbare. Je pense que ça marche assez bien selon certaines revues internationales. Et bon, une méthode qu'on fait aussi au Cameroun, par contre, le traitement des plaies par pression négative, qui aussi a d'assez bons résultats. Mais comme je dis toujours, il faut des moyens. Et les moyens, je pense que c'est le premier problème. Ensuite, il faut de la communication, c'est le second problème. Et ensuite, je pense plutôt qu'il faudrait éviter la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Je constate que dans nos télés déjà, on passe beaucoup d'informations sur des soi-disant médecins qui soignent tout avec une seule bouteille de vin rouge, je ne sais pas trop bien quoi. Il faudrait aussi qu'on empêche cette désinformation des patients. Alors, très souvent dans nos sociétés, nous rencontrons des personnes qui portent des plaies dites inguérissables. J'aimerais savoir, est-ce que cela est propre à la zone tropicale, docteur? Alors, je mets toujours entre griffes la zone, le terme inguérissable. Je dirais
des plaies chroniques dont on n'a pas encore trouvé la cause. Alors, déjà, il faut d'abord l'avoir cherché, cette cause. Donc, parfois, un patient vient, il a une plaie, et on passe le temps à faire pansement. Non, mais il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il a cette plaie, comment régler ce problème, et faire des pansements corrects pour soigner cette plaie. Si cela est fait, je pense que toutes les plaies devraient arriver à cicatriser. Maintenant, dans notre zone, ce n'est pas en tant que tel les tropiques qui nous dérangent. Nous n'avons pas beaucoup de centres qui disposent de moyens suffisants pour explorer les plaies. Donc, par conséquent, on fait des pansements. Si on vous demande, par exemple, où est-ce qu'on peut faire une thérapie par question IPEBA à Douala, vous ne trouverez pas. Si on vous demande où est-ce qu'on peut faire une thérapie par pression négative des plaies, ça va être encore difficile à trouver. Donc, par conséquent, vous aurez des plaies, on fera des pansements bétadinés, ça ne cicatrisera pas, et on dira, tiens donc, nous, en Afrique, nous avons des plaies inguérissables. Merci pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, docteur Melidi. Je veux comprendre, est-ce que lorsqu'on se trouve dans ce cas de figure, il faudrait respecter une certaine hygiène de vie? Si oui, laquelle? Oui, avant de répondre à votre question, je vais rebondir un peu sur la question tropicale, qui est une question très importante, qui est une question qui m'interpelle et qui nous interpelle. Oui, il y a une présentation tropicale de ces maladies-là, c'est-à-dire une présentation que l'on rencontre essentiellement dans nos contrées, dans nos régions. Donc, les plaies chroniques, on en voit partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, on en voit partout. Mais les étiologies ne sont pas les mêmes. Alors que en Europe ou aux États-Unis, les étiologies principales sont des causes vasculaires, c'est-à-dire une artère qui ne fonctionne pas bien ou bien une veine qui ne fonctionne pas bien. Chez nous, dans nos contrées, la cause principale reste l'infection. La plupart des plaies chroniques chez nous sont des plaies d'origine infectieuse. Et l'un des mécanismes les plus fréquents est ce que, si je peux me permettre cette expression technique, ce que nous appelons une fascite nécrosante. Bon, le point de départ, en réalité, c'est un germe très fréquent que l'on appelle le streptocoque qui pénètre dans la peau et entraîne donc cette plaie chronique. Mais ce n'est pas la seule cause, ce n'est pas la seule étiologie. C'est juste pour insister qu'il existe effectivement un tableau tropical, une présentation tropicale qui est dominée par le fait que la plupart des plaies chez nous sont causées par des infections. Et donc, du coup, effectivement, peut se poser la question de l'hygiène. Du coup, effectivement, peut se poser la question des mesures préventives à faire. Oui, il y a une hygiène à assurer, il y a une hygiène à faire pour éviter que ces plaies-là soient fréquentes et qu'elles continuent à être prégnantes dans nos sociétés ou dans nos communautés. C'est l'hygiène de l'environnement, bien entendu, et c'est l'hygiène individuelle. Tout à fait. Merci de rester sur nos antennes. Merci surtout d'être là, à partager ces moments de communion et surtout de don, où vous verrez bien sûr, vous pourrez naturellement donner ce que vous avez à la hauteur de votre compassion. Aujourd'hui, le cas qui nous interpelle pour cette première partie est celui du jeune Justin, la vingtaine, qui est en train de délaisser ses études en raison d'une maladie qui est en train de le clouer au sol, dans le sens littéral. On implore bien sûr votre indulgence, on implore votre sens de l'empathie afin de tendre la main à ce jeune qui veut s'élancer dans la société. Les canaux par lesquels vous pourrez faire vos dons sont juste au bas du petit écran. Vous envoyez vos contributions par là et on se fera le devoir de rendre sur ces antennes toutes les contributions. D'ailleurs, nous vous rendons compte, minute by minute, de tout ce que nous faisons dans cette émission, au travers d'ailleurs des reportages. Nous allons dans des cliniques, voir des patients, aller à leur chevet, voir comment ils se comportent, prendre un peu de leurs nouvelles. Ça nous intéresse, les causes perdues, les désespérés, les personnes qui sont mises en marge de la société nous interpellent. D'ailleurs, c'est une idée qui vise à magnifier l'homme, à donner le sens à la vie. Merci d'être avec nous. Le temps d'une courte transition et puis on revient pour poursuivre la suite de notre émission. Toujours sur ce plateau, accompagné de nos spécialistes, nous parlons des cas de blessures inguérissables, dites inguérissables, puisqu'aujourd'hui, Dr Francis Gadieu arrive à nous prouver qu'il n'existe pas de blessures inguérissables. Alors, j'aimerais comprendre, Dr Melidi, vous avez certainement rencontré déjà ce genre de cas
certainement pas plus compliqué que celui du jeune Justin. Comment est-ce que le patient se comportait avec des blessures qui apparaissent aux pieds? Oui, on en rencontre beaucoup, les plaies chroniques de jambes. C'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent chez les enfants, c'est assez exceptionnel quand même. Les tableaux chez les enfants, c'est beaucoup plus chez les adultes. On en rencontre beaucoup et l'un des problèmes principaux à gérer, c'est la stigmatisation, évidemment. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'isolent un peu de la communauté, de la société, parce que c'est des choses qui ne sont pas jolies à voir, c'est des choses qui ne sont pas agréables à sentir. Ça dégage parfois une très mauvaise odeur. Donc, il y a une prise en charge psychologique et sociale qu'il faut faire, en plus de l'acte technique que le médecin doit poser. Docteur Gadieu, certainement un conseil pour sortir de cette première partie d'émission, des conseils, certainement des cas qui sont dans des quartiers, qui sont dans l'anonymat, qui ne veulent pas se dévoiler au grand jour, au public, à la société, parce que stigmatisés, comme disait tantôt docteur Melidi. Quels sont les conseils que vous adressez à ces personnes? Je dirais simplement qu'il existe certainement une solution. Et je pense que le docteur Melidi, moi-même, docteur Tao, nous sommes tous disponibles pour chercher cette solution avec les patients. Un problème qui peut affecter la psychologie du malade, comment est-ce qu'on traverse cela? Le regard d'autrui, l'idée que l'on se fait. Comme disait Dr. Médier, c'est pas assez fréquent, donc déjà pas facile à supporter, mais ce qu'il faut retenir dans ce moment, c'est qu'il a besoin d'aide de toute sa force personnelle et aussi de tout son entourage. Le plus dur dans les moments pareils, c'est d'être isolé, déjà. Ça veut dire, si on met ceux qui sont pour moi des tiers, ça veut dire les passants, les voisins et autres, le stigmatisent, et que la famille aussi les laisse tomber, c'est encore 2 fois plus dur. Parce que la guérison chez le patient commence d'abord psychologiquement. Si lui, en lui, il a l'envie de guérir, probablement, je ne pense pas que le remède médical manquera. Parce que comme disait tout à l'heure le docteur, je ne sais pas, il n'y a pas de plaie inguérissable. Il faut juste trouver la cause et puis on la traite. Nous allons passer à toute autre chose. Autre chose peut-être, docteur Melidi, avant de sortir de cet élément, de cette première partie. D'accord. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons dans le profil d'un jeune qui a été victime d'accident de la circulation. Il a perdu ses membres inférieurs et son membre supérieur. Aujourd'hui, Takou Daniel est en train d'être pris en charge du côté de la clinique des brûlés du côté de Daïdo. Aujourd'hui, il peut être rassuré grâce bien sûr à vos contributions qui ont permis à ce qu'il soit interné. D'ailleurs, il en redemande davantage pour carrément sortir de cette impasse. Je vous invite à suivre quelques moments passés avec lui au sein de la polyclinique des brûlés et puis on revient pour la suite. La première intervention, certainement avec les problèmes qu'il y a, le patient a dû marcher tôt, a dû se déplacer tôt, étant de son matériel qui s'est soldé après par une fracture de matériel. Bon, la fracture de matériel qui après a été reprise avec une nouvelle synthèse, déjà. Et on m'a dit qu'elle a été réalisée. Et elle aussi, il y a eu un démontage matériel. Donc les vis ici ont sauté. Certainement, il y a eu beaucoup de mouvements dans le foyer, puis les vis ont dû sauter, ils n'ont pas tenu. Alors, chez ce patient, ce qu'il faudrait faire maintenant, ce que nous comptons faire, ce que nous pensons faire, et ce que nous recommanderons à un confrère de réaliser, ce serait déjà de retirer tout ce matériel. La fracture du col qu'il avait semble bien consolidée. Donc, on pense que le col peut être laissé à nu. À défaut même, on peut toujours maintenir un matériel dans le col, on peut toujours conserver un matériel dans le col isolé. Mais la fracture du col semble bien consolidée. Donc, on peut retirer tout le matériel, aussi bien la plaque diaphysaire que la plaque l'épifice proximale, la plaque DHS. Donc, une fois que tout le matériel est consolidé, on va retirer tous les fragments, toutes les parties d'os néphrotiques, d'os infectés au niveau du foyer, et retirer toutes ces parties, poser, contenir par un fixateur externe, contenir tout le long. En réalité, ça veut dire que depuis le col, depuis le massif sacro-antérin jusqu'à la partie distale, maintenir tout notre fémur par un fixateur externe. Et à ce moment-là, maintenant, nous pourrons nettoyer, apurer ce foyer-là, ce foyer infectieux, et y mettre un ciment chirurgical avec antibiotique. Ce ciment chirurgical avec antibiotique va nous permettre de maintenir cet écart-là et en même temps d'assainir le milieu. En principe, avec une bonne antibiothérapie,
en fonction du germe que nous trouvons, l'antibiothérapie peut aller jusqu'à 45 jours. Et si c'est un germe bien costaud, l'antibiothérapie seule déjà peut aller jusqu'à 1 550 000. C'est déjà très salé, on imagine. Donc déjà, de zapper tout ceci, mettre un fixateur externe, mettre du ciment et maintenir le patient en milieu sain pendant les 45 jours. Et éventuellement, si c'est OK, 45 jours, programmer une seconde intervention 2 mois plus tard ou 1 mois et demi plus tard aussi. Pour un deuxième temps, on va retirer les ciments, apporter un greffon osseux et laisser consolider toujours au bout de 6 mois. Normalement, si tout est OK, on pourra éventuellement retirer le fixateur externe et laisser le patient marcher sans problème. Ce sont des interventions, on le dit comme ça a l'air vraiment facile, on le fait un peu, non. Et ça va nécessiter un suivi, une hospitalisation de longue durée parce qu'une fois qu'on met le fixateur externe avec du ciment, le patient aura du mal à mouvoir son genou, le patient aura du mal à se mouvoir dans un premier temps parce qu'il faut aussi un suivi psychologique. Le fixateur externe est un matériel assez effrayant en général pour les patients. Donc, il va devoir rester au moins 45 jours pour recevoir les 45 jours d'antibiotiques en hospitalisation. Et après ces 45 jours, faire 45 jours à la maison et revenir encore à l'hôpital pour une deuxième chirurgie et qui fait peut-être une troisième chirurgie si jamais on a encore un épisode infectieux. Et tout ceci est difficile parce que ça a un coût. Rien que l'antibiotique seul, pour le premier temps, on peut revenir à 1 500 000. Rien que l'antibiotique, sans compter l'intervention chirurgicale, sans compter les ciments, sans compter les fixateurs externes, sans compter l'hospitalisation. Donc c'est un premier temps chirurgical qui est assez, mais vraiment assez lourd. L'assurance que nous avons est la possibilité que Daniel puisse retrouver l'usage de ses jambes, selon le spécialiste. Pensez déjà à être préparé, aussi bien psychologiquement que financièrement, pour ces différentes interventions qui vont rester à faire. Je sais que vous avez fait 2 ans de souffrance dans le milieu hospitalier, mais parfois il faut un peu supporter encore 9 mois pour en finir une bonne fois. Bon. Et malheureusement, les interventions chirurgicales en chirurgie orthopédique, plus on reprend, plus c'est coûteux. À chaque fois qu'on reprend, c'est toujours plus coûteux. Donc, compte tenu du fait que nous avons nos amis de regard social, nous espérons qu'ils seront mobilisés suffisamment de personnes pour... L'anxiété lue sur le visage de Daniel laisse place à l'espoir. Après cette première journée, le patient et le patient se sentent bien occupés. Bon, je remercie déjà d'abord les donateurs et Equinox Télévision. Depuis notre passage à la télé, Equinox, vraiment, son humeur a changé, beaucoup même. Ça a beaucoup changé. Maintenant, il n'est plus agressif. Maintenant, on peut revoir son sourire et il demande tout doucement s'il a besoin de quelque chose, avec gentillesse. Tout a changé. Je remercie beaucoup les donateurs, qu'ils continuent à faire des merveilles pour nous. S'il vous plaît, continuez. N'arrêtez pas, nous avons tant besoin de vous. La première fois que nous sommes arrivés dans la clinique des Brûlés, nous sommes passés déjà d'abord par la consultation. Le docteur l'a consulté. Bon, il a dit que ça va aller, il peut faire le travail. C'est très simple, c'est facile à parler mais aussi difficile à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, aussi beaucoup d'étapes à parcourir. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a déjà fait beaucoup déjà, le fait qu'il soit déjà ici. Vraiment, ça nous met beaucoup de joie, beaucoup. Et là, je suis sûre que les donateurs continueront à faire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font déjà depuis, pour que le travail aille jusqu'au bout. Les étapes pour parvenir à notre objectif ne pourront pas freiner notre envie de créer du bonheur dans cette famille. D'ailleurs, notre machine est mise en marche. Torino,
Retour à l'antenne, bien sûr, après cette balade au cœur de la polyclinique des brûlés, j'aime le dire ainsi, du docteur Gadjeu, où bien sûr le patient Takou Daniel a pu investir, a pu prendre ses loges pour commencer sa prise en charge. Ça a été notre première journée passée avec lui au cœur de cette clinique. Et déjà, il faut dire que le patient se sent plutôt bien. Revenons plutôt sur son cas. Docteur Gadjeu, vous qui suivez Takou Daniel, dites-nous plutôt, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur ce patient pour que les donateurs, les âmes de bonne volonté comprennent le chemin qu'on a encore à faire? Alors, il faut dire que pour M. Takou Daniel, il a un problème. Bon, son problème, c'est une infection post-opératoire. Donc, une infection post-opératoire consiste, on trouve le germe en cause, on trouve l'antibiotique qui correspond. On le met sur l'antibiotique. C'est une infection osseuse, donc l'antibiotique sera de longue durée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il y a du matériel inerte en place. Le matériel de sous-synthèse est un matériel inerte. Il faut l'enlever parce que ce matériel, tant qu'il sera en place, maintiendra toujours l'infection. Donc, il faut déjà retirer ce matériel, nettoyer correctement et ensuite traiter l'infection. Ça peut nous prendre 45 jours, 40-45 jours d'antibiotiques. Maintenant, l'antibiothérapie. Maintenant, il faut quand même stabiliser cette fracture qui n'est pas encore consolidée. Donc, on fera certainement appel au fixateur externe. J'aimerais savoir, docteur, l'infection a été due à quoi? Revenons un peu à la genèse de cette infection. Ça a été dû à quoi? Puisque bien avant, il y a eu une prise en charge. Mais après, le patient a connu des complications. L'infection a été due à quoi? Alors, est-ce qu'on peut trouver la cause d'une infection? C'est toujours très difficile. On vous opère une première fois, tout va bien. On vous opère une deuxième fois, une seconde fois pour une complication, peut-être pas certainement pas infectieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une infection? Déjà, il faut savoir que plus il y a de chirurgie, plus le risque infectieux est grand. Plus la chirurgie est longue, plus le risque infectieux est grand. C'est déjà un principe. Il faut connaître, je pense que c'est un chirurgien qui l'a opéré, donc il y a des règles d'asepsie qui sont propres à tous les chirurgiens. Donc, voilà, je pense que l'intervention a dû être longue. Il y a tellement de causes, tellement de raisons pour lesquelles il y a une infection. Ce qui est sûr, cette infection est là, il faut la prendre en charge. Dès son entrée à la polyclinique des brûlés, vous avez commencé certainement à engager une procédure de prise en charge. Elle consiste à quoi? Déjà, avoir un bilan d'opérabilité, savoir si on peut l'opérer sans risque, s'il y a un problème, corriger avant une intervention chirurgicale. Et maintenant, l'intervention chirurgicale qui se fera consistera à retirer le matériel, nettoyer le milieu, assainir le milieu, le fixer à l'aide de fixateurs externes, et si nécessaire, combler un vide avec un épaisseur, et maintenant traiter pendant le temps qu'il faudra avec un antibiotique adapté, spécifique. Alors, je reviens vers le docteur Melidji. Je veux comprendre, certainement, il y a une déviation du docteur Gadjeu. Qu'est-ce qui peut causer une infection post-opératoire? Je vais répondre à votre question, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une petite boutade. J'ai beaucoup apprécié le travail qui est fait dans cette clinique, mais moi, naturellement, je fais la promotion de mon hôpital, l'hôpital général de Douala, et on fait de l'excellent travail aussi à l'hôpital général de Douala. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Ne manquez pas de passer par le service commercial. Bon, ok. En ce qui concerne l'infection, souvent, lorsque une infection apparaît à la suite d'une intervention chirurgicale, du point de vue de mes connaissances, qui ne sont probablement pas au même niveau que celles de l'infectiologue, qui est le spécialiste d'infection, ou même du chirurgien, qui pratique régulièrement la chirurgie. Du point de vue de mes connaissances, ça peut être parce que l'environnement n'a pas été correctement aseptisé. C'est-à-dire que dans le bloc, il faut que ce soit un bloc vraiment propre, un bloc où il n'y a pas de microbes du tout. Donc, s'il y a un souci dans le bloc, effectivement, pendant l'intervention, le microbe peut pénétrer dans la plaie opératoire. La deuxième chose, c'est l'acte technique. S'il n'est pas bien fait, effectivement, c'est une porte d'entrée, c'est une source pour que les infections apparaissent. Et la troisième chose, c'est la gestion après l'intervention et notamment les antibiotiques. Il faut donner le plus souvent de puissants antibiotiques à très bonne dose. Et souvent, ces antibiotiques puissants, d'ailleurs, coûtent cher. Donc, si ces trois paramètres-là ne sont pas respectés, oui, il y a de fortes chances qu'on ait une infection
après l'intervention chirurgicale qui donne des complications qui sont difficiles à gérer. Je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs qu'ils peuvent contribuer pour le cas de Takou Daniel. Takou a besoin bien sûr de votre élan de générosité, de cette chaîne de solidarité afin de lui permettre de véritablement recouvrer la santé. Surtout, bien terminer ce processus qu'on a entamé. Je vous présente, cher monsieur Dr Gadieu, qu'on est déjà le soleil de nos nuits. Elle, chaque fois qu'elle est sur notre plateau, elle nous apporte de bonnes nouvelles. Dr Mildi, je vous présente Irène Tembe. Le soleil de nos nuits. Bonsoir Irène. Bonsoir Mildi, je le connais depuis, c'est déjà une habitude. Je refais la présentation. Pareil pour Dr Nganjo qui est déjà un partenaire de l'émission. Oui, naturellement. On peut dire que c'est le partenaire clé de notre émission avec le Dr Mildi. Ils sont, bien sûr. Voilà. Nous avons reçu des très bonnes nouvelles, comme vous avez perçu tantôt dans les images concernant le patient Daniel Takou. Mais avant de faire une brèche sur Daniel Takou, on va d'abord passer par le cas de Justin Simo, dont vous avez réagi tout à l'heure sur ce plateau. Nous avons perçu des contributions qui sont les suivantes. Famille Kouanan, 2000 francs. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Stéphane Negenek, Autosave, 100 000 francs. Alice Dépôt, 2500. Famille Gepi depuis Simbok, 1000 francs. Chiji Le Tanjonchi, 2500. Chocoté, 2000. Alphonse Ndiki, 1500. Une sœur, 500 francs. Wandi Brajol, 5000 francs. Tazo David Zongue, 2000 francs. Dieudonné Kouedia, 750. Audril Césaire et Lorzemont, 2000 francs. Tof Djoum Jeannette Moutim, 1000 francs. Tatambadan, 750. Famille Nestor Tchedjou à Bafoussam, 30 000. Jonas Majoran Thiomo, 3 000 francs. Jacqueline Temgwa, épouse Kebou, 3 000 francs. Roméo Komakwan, 1000 francs. Augustine Mengue, 700. Jean-Paul Yochou, 2 000. Famille Namo, 5 000. Virginie Kemini, épouse Wadjou, 1000 francs. Béatrice de Yaoundé, 500. Acha John Rose, 3 000. Société Exencam, 2 000 francs. Wabo Simo, 3 000 francs. Wilio Kenfak Fosso, 50 000 francs. Kowu Fotso Vincent depuis Bafoussam, 2 000 francs. Gladys Sonia Komene, 2500. Odette Ngweni, 1500. Bienfaiteur du Gabon, 1000 francs. Efon Harim de Bonabiri, 1500. Rose Félicité Ngwen et Songo, 500 francs. Pauline Laure Siliembo, 1500. Franklin Nangue Pokem, 2500. Claude Martial Adjaroum, 3000 francs. Reine Ekemingue, 1000 francs. Marie-Josée Yumge, 5000. Aurélie Sala, 500. Paul de la Croix Samou, 10 000. Madame Co Félicité de Koto, 3000. Peggy Adjas Talent Choup, 1500. Boris Nelson Yosa Chamou, 1000 francs. Divine Tende Tembon, 1000 francs. Linda Kenekaze, 3000. Sidonie Kowakwandi, 2000. Thomas Baudelaire Takouzim Kenfak, 1000 francs. Fimem Pametet, 1500. Yannick Roméo Ndjomou Defo, 1000 francs. Rostan Gatap, 500. SS, 2000. Kelly, 500. Chauffeur Gibert de Bafoussam, 1000 francs. Une bienfaitrice, 2000. Feudio Olive, 1500. Irène Léonie Kwenka, épouse Sefi Changa, 1000 francs. Gaëlle Maton Mela, 1000 francs. Roger Léopold Mbakop Kwamen, 2000. Chantal Mafo, épouse Wabo, 10 000. Antoinette Tchadjeu Namenou, 2000. Prèse Menambouame, 1000 francs. Yvette Ngassam, épouse Nouke, 2000. Dani Kenye Chassi, 5000. Salomé Kamou, épouse Kenye, 2000. Mekonchou Cédric, premier entrée Petit Paris de Bonandale, 500. Mélanie Blanche Masso, 2000 francs. Collins Achou Awa, 3000 francs. Monique Lingo Powo, 500 francs. Elie Chanka Wafofochi, 5000. Henri Koueti Koudan, 2000. Vincent Koyou Fotso, 2000. Janine Ngonge, 5000. Brice Martial Wabo Fouandeng, 1100 francs. Gladys Laetitia Ndjalengocho, 500 francs. Madame Bia Le Patience, 3000. Océane Inès Noudou Tanke, 1500. Samuel Dieudonné Wang, 500 francs. Esther Datorou Kwake, 1000 francs. Camille Willy Simotinda, 1000 francs. Aïssatou Gazé Tiakwang, 5000. Constant Le Bon Benzoda, 500. Mélanie Kouete, 1000 francs.
Philotine Djilo Temasop, épouse Namonkong, 1000 francs. Eugénie Flotte-Fac, 500. Un bienfaiteur de Kozoa Yaoundé, 10 000 francs. Nous avons un montant de 365 300 francs CFA pour le cas de Justin Simon. 365 000 francs, 300 francs CFA, c'est ça? Oui, 365 300 francs CFA. Ce que nous avons récolté jusqu'à ce moment concernant bien sûr le cas de Justin Simon. Vous convenez aisément avec moi qu'il y a encore fort à faire pour rétablir ce jeune dans son état de santé le plus mieux. Alors, on va continuer notre émission avec vous, Irène, pour parler cette fois-ci du cas de Takou Daniel. Takou, nous avons perçu des contributions depuis la dernière émission en date du 18 février. Une maman à Yaoundé, 10 000 francs. Une bonne volonté à Bertois, 5 000 francs. Une bienfaitrice, 2 000. Chevalier Niakam, 4 000. Rose, 2 000. Mario Fokem, 2 000. Une bienfaitrice d'Aqua, 5 000. Une chrétienne, 2 500. From Mundemba, 1000 francs. Baudelaire Zoudou Longfo, 1000 francs. Bienfaitrice de Bertois, 5 000 francs. Patrice Ndjemakou, 2 000 francs. Aristide Moifo, épouse que Mathieu, 500 francs. Janine Mafopimbo, 5 000 francs. Émile Bertin Tchengen, 1000 francs. Léopold Maguatia 2, 3 000. Juliette Marielle Lucie Minko, 2 000. Ngo Kendek Catherine, 5 000. Madame Tchenjo de Yaoundé, 5 000 francs. Bienfaiteur de Brazzaville, 2 000 francs. Bienfaitrice de Yaoundé, 20 000 francs. Maman Génie de Yaoundé, 1000 francs. Une anonyme de Konsamba, 5 000. Bienfaiteur de Marois, 1500. Pepouna Bienvenue, 5 000. La famille Moutomé de Lundi, 10 000. Famille Ngo Sofiaga depuis Ombessa, 4 000. Famille Goethe, 5 000. Ekelia Achiomumbi, épouse Méli, 1500. Roland Sommene Songo, 1000 francs. Raïna Touramsia, 3 000. Nathalie de Obala, 2 000. Taptue Paul, 5 000. Un bienfaiteur de Tonga, 5 000. Fondation Papa Ndiki François et Maman Tanque Catherine, 3 500. Un ami qui prie pour lui, 50 000. Madame Gomba de PK10, 2 000 francs. Tan Jackie Rose, 1000 francs. Bienfaiteur des États-Unis, 25 000. Bianda Nana, 5 000 francs. Thibaut Kenny, 5 000 francs. Momoulout Félicité, 2 000. Monsieur et Madame Karam depuis Village, 2 000. Kouatissi Robert, 1000 francs. Yves Roger, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 2 000. Une fidèle de la paroisse Sacré-Cœur de Ndorpassi 2, 10 000. Une veuve à Bahanté, 2 000. Une Camerounaise d'Ezeka, 5 000. Une chrétienne Maman Joseph depuis Yaoundé, 3 000. Un habitant de Simbok à Yaoundé, 1000 francs. Domka, 2 000. Tiene épouse Biele, 2 500. Fabrice Noumsi, 2 000 francs. Anonyme, 3 000 francs. Un inconnu de Niala, 1000 francs. Anonyme, 2 500. Mokata, 500. Djouatsa Kenfak, 2 000. Rosanne Chanyanja, 500. Kadija Yaouba, 5 000. Jongi Roseline, 2 000. Etundi JPR, 5 000. Ngoko Djok épouse Bitom 2, 5 000. Tegia Chomgi, 1000 francs. Monte, 3 000. Emenye épouse Dilo, 2 500. Njuisi, 8 000. Chinda, 2 000. Tala, 1000 francs. Godway, 1500. Kilama, 1500. Chana épouse Kinge, 3 500. Chumbe, 3 000. Yochu, 2 000. Paul, 5 000. Aline, 3 000. Ngopade, 2 000. Monkam Chencho Simplice, 10 000. Bienfaiteur du Gabon, 3 900. Mewafo, 1000 francs. Nok, 1000 francs. Ebongo, 10 000. Ngacha Nana, 10 000. Ngacha Nana, 10 000. Ndormo Kaze, 1000 francs. Kamdem, 10 000. Kemo, 2 000. Abomo, 2 000. Madara Jeannette, 3 000 francs. M'excusez, je m'embrouille. Ok, c'est ça. Ndiki Elise, 10 000 francs. Famille Marus Guéna, 3 000. Lorenzo Tekonmo depuis Libreville, 3 300. Donfan Guimezak, épouse Ndormo, 1000 francs. Kemo Djosa, 1000 francs. Ndjomo, 5 000. Aïssatou, 1000 francs. Tchazé, 1000 francs. Foken Fongen, 1000 francs. Chofo Bounya, 5 000. Asana, 2 000. Kanke, 1000 francs. Ndonge, 10 000. Chouateko, 2 000.
Simotinda, 1000 francs. Toumansi, 5000. Kamdemgi, 5000. Une donatrice de Colenton, 500. Luvi de Bafoussam, 3000. Ayala Paul, 5000. Famille Tambe de Yaoundé, 5000. Bienfaiteur, 15 000. Maman Mani Wata Justine, 2 000. Madame Djoumessi Alina Yaoundé, 3 000. Ebongo, 10 000. Société Exen Cam, 2 000 francs. Une famille à la cité belge, 10 000. Thérèse de Yaoundé, 1000 francs. Keloko Akanche, 2 000. Madame Makanwo Rosette, 5 000. Le coiffeur inconnu, 1000 francs. Marie Nyobé, 2 000. Une bienfaitrice de Colmesseng, 2 000. Madame Boukana Adeline épouse Saha, 10 000. Prince Etouke Moukoko Jean, 2 000. Catherine, 2500. Famille Kensu, 10 000 francs. Philippe de Balmayo, 500. Jérôme de Kribi, 1000 francs. Adia Alima, 1000 francs. Mathieu Toche Judith, 5 000. Awowo Kemge, 2 000. Femme Bové, 5 000. Post Lenten Rosemary, 5 000. Sikazi épouse Ngemna, 1000 francs. Bouken épouse Ngegim, 10 000. Ngechi, 2 000. Soken, 2 000. Tagalonsi, 1500. Chofo Landry, 5 000. Famille Namo, 5 000. Une famille chrétienne, 10 000. Chofa Gibé Abafoussam, 1000 francs. Chifor B. Yvette, 2500. Fabrice Gouffier Yomo, 10 000 francs. Nous avons pour le cas social de Daniel Takou un montant de 2 45 475 francs CFA. 2 45 475 francs CFA. Tout franc compte pour nous. Merci à cet élan de générosité que vous manifestez à chacune des occasions. Merci surtout à ces personnes qui réagissent selon la volonté de leur cœur, selon la bonté de leur cœur. Si jamais vous aussi vous êtes touché par le cas social, par un des cas sociaux, eh bien, c'est le moment de réagir, d'apporter votre contribution, de sauver, créer dans votre vie un miracle pour quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de mieux que cela. Alors, Irène, comment est-ce qu'on fait pour être élu, on va dire comme ça, pour passer sur notre plateau? Ça vaut le coup de le rappeler, de le marteler à chaque fois. Oui, il faudrait franchement le rappeler. Tout dépôt de dossier est gratuit. Vous ne monnayez rien du tout, vous ne déposez aucune somme d'argent. Il vous suffit tout simplement d'apporter à l'immeuble Equinox 6 au carrefour Bonakwamwa, en face de la Total rue Foch. Vous arrivez dans cet immeuble et vous apportez votre carte, une carte photo entière qui vous présente dans un état, je dirais, indigent, qui présente votre maladie et la photocopie de votre carnet médical. Vous déposez tout simplement au service de regard social. Vous demandez simplement le bureau de Madame Irène Tembe et vous déposez simplement votre dossier et surtout, soyez patient. Quand vous déposez, chers téléspectateurs, chers malades, n'appelez surtout pas. C'est à nous de vous appeler. Soyez tout simplement patient parce que nous avons énormément de dossiers et comme vous le savez si bien, nous n'avons que 4 émissions par mois, c'est-à-dire une émission chaque jeudi. Donc soyez patient, votre tour arrivera. Merci surtout de continuer à nous faire confiance à tous ces donateurs, à toutes ces personnes qui manifestent bien sûr leur générosité à cette émission envers bien sûr nos patients. Merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, Takou Daniel peut être interné dans l'une des meilleures polycliniques de la ville de Douala, suivi par des mains d'experts. On espère d'ailleurs par la même occasion que notre cher ami nous reviendra rétabli dans toute sa charpente. On va s'intéresser à un cas qui indexe beaucoup plus le docteur Melidi puisqu'il s'agit là d'une maladie de la peau. Je vous invite à aller découvrir pour certains et redécouvrir pour d'autres la petite Yasmine qui souffrait de plaies sur tout l'ensemble de son corps. Nous allons dans l'extrême nord du pays à la rencontre de Yasmine. C'est à travers cet élément que nous propose la réalisation. Dans une radio communautaire. Et cette femme, cette maman, je l'ai croisée dans un bureau où je suis allée faire mes papiers. Et elle est venue auprès de moi avec un plastique, des carnets et des flacons de médicaments qui sont déjà finis. Et moi j'ai cru, quand elle a montré les photos d'un enfant malade, il y a des gens qui aujourd'hui escroquent. Soit disant qu'ils sont malades, voilà leur carnet et tout ça. Elle me dit, voilà, elle a un enfant malade, voilà la situation de l'enfant. Je lui ai dit, ok,
l'enfant est où? Elle me dit, l'enfant est juste là, vers la pharmacie de Mayo, au niveau du quartier Toukouri. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais aller voir ton enfant? Elle m'a dit, ok. Je dis comme ça, je vais appeler Bachirou Saleh, quelqu'un avec qui je travaille de temps en temps. La jeune femme menait une petite vie paisible, loin du père de ses enfants. Elle a appris à se débrouiller pour gagner le pari du quotidien, afin de subvenir aux besoins de sa progéniture, jusqu'à cette année 2008, où 12 ans passe désormais la majeure partie de ses journées. Ceci en raison d'une pléthore de plaies qui ont investi dans l'entièreté son corps. Le début de cette maladie est parti des yeux. La maman de la petite Yasmine fera la découverte lors d'une visite à son enfant où cette dernière résidait. Quand je pars rendre visite à mes enfants, je vois les yeux de l'enfant est rouge. Deux fois, je pars, je trouve que c'est jaune. Je pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant ne me dit rien. Il ne pleut pas, tu n'entres pas au maillot, mais les yeux changent de couleur là, qu'il y a quoi? Il dit qu'il n'y a rien, maman. Je suis rentrée à la maison. Par après, une semaine, quand je repars encore, ça n'a même pas changé, ça ne fait qu'aggraver. Je suis rentrée à la maison. Bon. Un jour, ses grands sœurs m'ont appelé. Il dit, maman, les yeux de l'enfant là, ça ne tient pas. Je dis que ok, j'arrive. Bon. Nous sommes partis donc à l'hôpital régional avec l'enfant. Entre-temps, le bouton sortait déjà. Quand ça sort là, un petit bouton comme ça avec le cul dedans. Ça ne fait qu'aggraver. Le mal des yeux quand même, ça a changé. Mais finalement, le bouton là, ça ne fait que sortir sur le corps de l'enfant. Bon, quelques jours m'ont dépassé, j'ai appelé la belle famille. J'ai dit que voilà. En me laissant seul, le papa ne veut pas. Depuis que je suis partie chercher l'enfant, il ne m'a jamais appelé que l'état de l'enfant était comment, ni quoi. Qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai pas assez de moyens pour cette maladie. L'état de santé de Yasmine, devenant inquiétant, va obliger la mère à la ramener avec elle afin de lui garantir un suivi strict. Faute de moyens, elle va se tourner vers la famille du géniteur dans l'espoir de retrouver auprès de celle-ci un soutien de qualité. Sauf que, quelques jours plus tard, rien de concret ne sera manifestement fait pour la santé de l'enfant. Mon beau-père était là, l'oncle de mon mari était là. Ils m'ont dit de laisser l'enfant, va d'abord s'occuper de l'enfant qui est à l'école, tu vas revenir, on va appeler son papa. Bon, ils ont appelé son papa à mon absence, le papa a pris l'enfant et est rentré. Quand je suis repartie chez son oncle, on me dit que le papa a pris l'enfant. Je dis que ok, comme peut-être qu'il va aller à l'hôpital avec l'enfant, il n'y a pas de problème. J'attends donc 2 semaines après. Je repars pour visiter l'enfant. Le cas s'est aggravé. Le bouton là c'est partout. Je suis donc rentrée avec l'enfant. Je suis repartie à l'hôpital de Miskin. Nous avons fait 2 mois à l'hôpital de Miskin. Par après nous sommes rentrés. Comme il n'y avait pas de moyens, le montant qui restait sur moi, on devait continuer les traitements. Bon, il n'y avait pas de moyens. Le peu que j'ai dépensé, et il y avait le surplus qui était sur moi. 66 825 francs qui est dans le carnet. Maintenant, à l'hôpital, autant même à l'hôpital, on ne me libère pas. Il dit que tant que je ne paye pas le montant là, je dois rester à l'hôpital de Mesquine. Bon. Maintenant, j'ai fait 2 jours, 3 jours. J'ai appelé, son oncle était venu. Je lui ai montré le carnet. J'ai dit que voilà, il n'y a pas le remède pour qu'on doit continuer le traitement de l'enfant, puisque voilà le montant que je lui devais. Et que maintenant, pour de continuer pour acheter encore l'autre remède là, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? L'oncle a vu l'ordonnance, il est venu peut-être dire c'est aller à son papa. Un jour, je vois le papa se présenter. J'ai dit ouais, merci Seigneur. Après, il l'a vu. J'ai remis, comme on ne se parle pas, il ne me parle pas. J'ai remis donc, mes enfants étaient là.
ceux qui sont grands. J'ai remis donc l'ordonnance là à mes enfants, à mes filles. Ils ont dit que papa, voilà l'argent qu'on est en train de demander et la suite là, on va encore continuer. Il a vu l'ordonnance, il a remis ça entre les mains des enfants, il a pris sa route. Moi, croyant qu'il devait aller voir le médecin, même pas. Il a pris sa route et est rentré. Mikourme va solliciter plusieurs établissements sanitaires qui vont décliner la capacité à pouvoir remédier à ce mal. Bon, en quittant de l'hôpital régional, nous sommes allés à l'hôpital de Zélène, Mokolo. À l'hôpital de Zélène, on nous a envoyés à l'hôpital central de Mokolo. Et le médecin a préféré qu'on aille à l'hôpital à Yaoundé ou à Garoua. C'est dans les deux coins là qu'ils peuvent peut-être prendre des solutions par rapport à cette maladie. Et depuis ce jour, je n'avais aucun moyen sur moi. Je suis là comme ça, bon, personne ne m'aide et tout, je souffre avec l'enfant, je n'ai pas de moyens pour le moment. Dans la mémoire collective du voisinage, on a encore en souvenir le sourire candide de Yasmine qu'elle a désormais perdu. L'on reconnaît son obéissance, son intelligence qui font d'elle une fillette exceptionnelle. C'était une fille du quartier. Je suis la voisine de sa maman. C'était une très belle petite fille. Elle me rendait beaucoup service. Elle était constamment chez moi. Je l'envoyais. Quand je l'avais connue, elle faisait le cours élémentaire 1. Très intelligente et très serviable au quartier. Elle était aimée par tout le monde. Tout le monde, elle était aimée par tout le monde. Aujourd'hui, à bout de force, Mikourme vit au crochet de ses connaissances. Du moins, les dernières qui continuent à lui témoigner la compassion et la sympathie. Cette brave femme fait montre de combien de fois l'amour d'une mère pour son enfant est ce qu'il y a de plus fort. Son cri de cœur, espérons-le, saura ramollir les âmes, même les plus rigides, car l'être humain doit être le centre de toute préoccupation. Une fois de plus, mais pas de trop, mettons en marche notre chaîne de solidarité et accordons à ce cas un regard social de faveur. Tout ce que je veux dans ma vie aujourd'hui, c'est la santé de mon enfant. J'aimerais que mon enfant joue aussi comme les autres enfants, qu'il aille à l'école, que je dois l'envoyer aussi comme les autres enfants. Comme pour le moment, je n'ai rien. Comme le médecin m'a prescrit que je dois aller avec l'enfant à Yaoundé, je n'ai aucun moyen. Je vis maintenant, tu as dit que c'est dans un autre monde. Je ne sais comment faire. Je prie à tout le monde qui voit les vidéos de cet enfant, et petit de moi et petit de l'enfant, s'il y a un geste pour ceux qui ont la volonté, pour qu'ils puissent m'aider un peu pour récupérer l'enfant, la santé de cet enfant. Je supplie à tout le monde. Je demande aux âmes de bonne volonté de l'aider, qu'elle puisse retrouver la guérison et qu'elle puisse aller à l'école, reprendre son chemin de l'école et que Dieu lui donne la guérison. Étant mère, c'est difficile de voir un enfant qui souffre. Qui souffre et on ne peut rien faire. Donc je demande à tous ceux qui nous voient de venir en aide à cet enfant. C'est difficile. Je suis ici à côté. Quand je pense qu'elle est enfermée à la maison, il n'y a pas les moyens pour la soigner et tout. Parfois, moi, je suis dépassée. Parfois même, je pleure. Et dès qu'elle revient, elle me dit, dès qu'elle revient toujours, elle me raconte ce qui s'est passé. Et moi, je l'aide aussi comme je peux. Comme ça, chaque fois. Merci. Et ma prière, chaque jour, c'était que Dieu m'aide vraiment. Dieu puisse mettre les gens en route pour l'aider. Parce que moi, je suis dépassée, franchement. Je suis très contente comme elle a pu vous joindre.
et vous êtes venu à son aide. C'est un cas comme tous les autres d'ailleurs, hein, qui a ému plus d'une personne. Les réactions d'ailleurs ont témoigné de l'importance de l'importance que vous avez accordée à ce cas. La petite Yasmine aujourd'hui est en train de suivre son traitement. J'ose espérer même qu'elle s'est carrément remise. En tout cas, nous irons aux nouvelles dans quelques instants. Mais avant, Irène, combien cela nous a coûté à nous et aux donateurs? Bon, avant ça, il y a d'abord une association dont je tiens à parler qui a fait un don. L'association Les Fèves qui a fait un don de 180 000 francs CFA pour le cas de Yasmine. Cette association fait un don de 180 000 francs CFA et nous avons perçu un montant de 3 461 500 francs CFA. Pour le cas de Yasmine, nous avons dépensé 2 50 000 francs CFA. Actuellement, nous avons 1 411 500 francs CFA, mais il faut préciser qu'elle est encore à l'hôpital. Elle est encore à l'hôpital parce que là, elle entame, on pourrait dire, la deuxième phase de traitement parce qu'à la première phase, vous le verrez bientôt avec des très bonnes nouvelles. Yasmine a changé, la mine, tout et tout. On garde ça pour la suite, ma chère Irène Tembe. Alors, docteur, on essaye de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Revenons pour d'autres personnes qui ont manqué cette édition. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Alors, je suis bien content de reparler de cet enfant, d'autant plus qu'elle a été présentée au cours d'une émission où j'étais présent. Et je suis d'autant plus content d'en reparler qu'elle va mieux. C'est la preuve que la médecine qui est enseignée dans les facultés est une médecine qui est efficace. Il faut la développer et permettre que de nombreux jeunes soient formés et soient ainsi répartis sur toute l'étendue du territoire afin que ce genre de cas ne se reproduise plus. Parce que ce qui a beaucoup manqué chez cette fillette, c'est la présence d'un médecin, notamment dermatologue, dans la région où elle vit. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut qu'on forme des médecins que l'on distribue dans toutes les régions du Cameroun. Alors, sur le plan pratique, ce qui s'est passé, bon, c'est une patiente qui n'a pas été soignée à Douala. La famille a fait le choix de suivre les soins à Yaoundé. C'est une bonne chose, elle avait ses raisons personnelles, mais de toutes les façons, les principes restent les mêmes. On fait des soins locaux, c'est-à-dire que on s'attache à gérer les plaies qu'il y a au niveau de la peau et on fait des soins généraux qui permettent en quelque sorte de contrôler le processus pathologique de façon générale en donnant des médicaments. Très souvent, ce sont des corticoïdes. Donc, je n'ai pas le dossier en main ici pour ce qui s'est passé à Yaoundé. Très souvent, ce sont des corticoïdes. Donc, on fait ces soins locaux et ces soins généraux. Et bien entendu, on traite des complications, notamment la dénutrition ou éventuellement des infections. Et quand cela est bien fait, on arrive à de bons résultats, comme cette fille que l'on va voir tout à l'heure, où tout s'est très bien passé. Vous êtes dermatologue. Quel nom donne-t-on à cette maladie? C'est une bullose immunologique. Alors, c'est un terme un peu compliqué. En tout cas, c'est le terme scientifique. C'est une bullose immunologique. C'est une façon de dire que c'est une maladie qui produit des bulles. Et quand la bulle se perce, ça donne des plaies. Et l'origine de ces bulles, c'est le système immunitaire de la patiente qui détruit sa peau et entraîne donc la formation de ces bulles. On parle donc de bulles auto-immunes ou de bulles immunologiques. Est-ce que la maladie est contagieuse? Absolument pas. La maladie n'est pas contagieuse. Elle a un fort caractère génétique, c'est-à-dire qu'il est fort probable que ce soit une maladie qui soit influencée par des anomalies au niveau des chromosomes, sans que ce soit forcément une maladie héréditaire. C'est influencé par des anomalies au niveau des chromosomes, mais elle n'est absolument pas contagieuse. Il est possible de pouvoir détecter la maladie avant? Avant la naissance, non, pas pour l'instant, il n'est pas possible, mais il est possible de faire le diagnostic au tout début de la maladie, oui, bien entendu, avant qu'elle ne se généralise comme cela s'est passé chez cette jeune fille, avant qu'elle ne crée des complications.
Vous l'avez compris, Yasmine est en phase de pouvoir recouvrer sa santé, de pouvoir retrouver son corps comme il était tout neuf. Il y a de cela quelques années encore, Yasmine a commencé à suivre des soins et aujourd'hui, on vous la présente sous un autre visage. La petite Yasmine a passé de très belles fêtes de fin d'année, en compagnie d'autres malades, d'autres patients comme elle, aux côtés des infirmiers et infirmières d'ailleurs qui ont tenu un suivi de qualité pour la petite Yasmine. Aujourd'hui, elle est toute souriante, elle a presque retrouvé son visage, même si certaines petites anomalies sont encore observées. La petite Yasmine commence à prendre de l'embonpoint. Comme disait tout à l'heure le docteur Melidi, il a fallu repasser par une façon de s'alimenter pour la petite Yasmine. J'aimerais, c'est avec le concours de la réalisation, si c'est possible, qu'on ait la petite vidéo où elle est avec sa maman pour le petit message de Yasmine à l'endroit, bien sûr, des donateurs. Ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, Yasmine commence à manifester de très bons signes, des signes d'ailleurs qui sont prometteurs pour la suite de sa santé. Vous avez peut-être encore quelque chose à donner pour elle, naturellement, certainement. Arrivons au bout de l'effort, arrivons au bout du processus que nous avons entamé en permettant à cette fille de se remettre carrément de cette maladie qui l'a terrassée pendant plusieurs années. Une maladie qui avait déjà logé, mis cette petite fille presque à côté dans la société. Le regard qu'on lui adressait n'était pas un regard de faveur. Aujourd'hui, la surprise est devant vous. Vos efforts ont permis, contribué à ce que cet enfant soit sauvé. Dites-vous que vous avez opéré un miracle et allons au bout de ce miracle. Contribuez encore un peu d'effort et Yasmine pourra être comme tous les autres enfants. Alors, docteur Gadieu, quelle est la lecture que vous faites lorsque vous voyez ce miracle, entre guillemets, s'opérer? Est-ce que la médecine a toujours des miracles? Quand on voit, disons, ce miracle, on te griffe toujours, opérer, on dirait, je dirais bien que oui. La santé évolue au Cameroun, la médecine évolue au Cameroun. Les médecins sont de plus en plus soucieux des malades et c'est ce qui arrive. Le patient guérit. Le patient va mieux. Une anecdote d'ailleurs qu'on a partagée avec le docteur Bilidi qui disait tantôt à l'émission où la petite Yasmine était sur ce plateau, il y a quelqu'un qui a carrément dit que ça relevait de la sorcellerie, qu'il fallait passer par des tours de gris-gris, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes très contents de ce que la petite Yasmine est aujourd'hui. Alors, toi qui as suivi le déroulé de sa prise en charge, raconte-nous, Madame Timbe. Non, je dirais tout simplement que je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que quand on regarde la Yasmine, entre guillemets, qu'on a présentée dans la vidéo précédente et qu'on revoit la petite fille joufflue qu'on a aujourd'hui, on peut dire la médecine a fait des miracles. Et la médecine fait des miracles parce qu'elle n'est pas encore totalement guérie. Vous avez observé sur ses bras, on a encore des légères blessures sur ses bras et sur ses pieds. Donc voilà ce qui reste à soigner actuellement. Mais Yasmine a 70% a déjà retrouvé son état de santé. Et il faudrait qu'on continue à contribuer parce qu'on ne doit pas lâcher dans la mesure où c'est une maladie, comme a dit le docteur Milidi, auto-immune, c'est-à-dire chronique, c'est-à-dire son corps combat contre en fait, son immunité, je ne sais pas si c'est son immunité qui combat contre son corps. C'est-à-dire que si peut-être on stoppe, je ne sais pas si on stoppe les médicaments, peut-être la maladie reviendra automatiquement. Donc, elle doit constamment être sous traitement, elle doit constamment prendre ses médicaments, elle doit constamment avoir un dermatologue auprès d'elle pour pouvoir être une petite fille comme les autres. Donc Yasmine est actuellement, elle parle, avant elle ne parlait pas, elle parle actuellement, elle s'exprime très bien, elle mange très bien, comme vous avez observé, et surtout, elle dort, parce qu'avant, elle ne dormait pas du tout. Elle ne dormait pas du tout et sa pauvre maman également passait les nuits. Il fallait nettoyer les plaies, il fallait chasser les mouches et tout. C'est plus la même chose. Aujourd'hui, Yasmine, c'est presque une nouvelle personne. Encore merci à tous ces soldats de la solidarité qui ont bien voulu répondre au cri de cœur de cette maman qui se trouvait du côté de l'extrême nord, qui grâce aujourd'hui à vous
Elle est aujourd'hui à la Fondation Chantal Biya à Yaoundé. C'est dans cet hôpital qu'elle suit son traitement. Nous vous disons déjà merci. Continuez via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir noter que nous avons présenté 3 cas sociaux ce soir. Donc vous avez la possibilité de contribuer pour les 3 cas. Même si c'est 100 francs, comme j'aime bien le dire, 200, 300, on partage entre les 3 cas. Il vous suffit tout simplement d'envoyer votre don et de préciser c'est un don pour les 3 cas. Ainsi, aucun cas ne sera malheureux parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Merci Irène Tembe, le soleil de nos nuits. Alors, docteur Milidi, certainement il y a une hygiène de vie à suivre lorsqu'on sort de ce genre de maladie pour la petite Yasmine. Oui, il y a une hygiène de vie à suivre lorsqu'on sort de cette maladie, même si que l'on doit suivre également, même si on n'est pas malade. Mais en tous les cas, c'est un terrain qui est encore fragile. Et donc, du coup, elle doit se protéger absolument des infections classiques qui peuvent exister dans notre environnement, qu'il s'agisse du paludisme, qu'il s'agisse des infections bactériennes simples de la peau ou des infections mycosiques. Donc, elle doit s'en prémunir, elle doit s'en protéger parce qu'elle reste un terrain fragile. Elle reste un terrain fragile parce qu'elle sort de la maladie. Elle reste un terrain fragile parce que les médicaments qu'on lui donne sont des médicaments qui également peuvent fragiliser son système immunitaire, son système de protection. Donc oui, il y a une hygiène de vie à faire. Et dans cette hygiène de vie, parfois on ne le précise pas suffisamment, il faut faire du sport. L'activité sportive est très importante également dans cette hygiène de vie. Alors, docteur Francis Gadieu, on sort par là. Votre mot de fin? Ah oui, mon mot de fin, c'est simplement de dire qu'à Douala, à Yaoundé, on prend en charge les cas. Pourquoi pas à Yaoundé, pourquoi pas à Garoua, pourquoi pas à Maroua. Alors, il faudrait que cette prise en charge puisse être universelle, que l'on puisse avoir confiance d'envoyer un patient à Douala, à Yaoundé, à Gaoundé, à Maroua, à Ebolova, à Bafoussam. Ça fera l'objet d'un autre débat. Alors, docteur Milidi, votre mot avant de se séparer? Oui, je suis content de ce mélange de mauvaises et de bonnes nouvelles. Heureusement qu'on a fini par la bonne nouvelle, mais je pense que les bonnes nouvelles vont continuer à se succéder et à s'accumuler quand on voit les dons qui se sont accumulés. Donc, merci encore de nous avoir invités et merci de nous permettre d'apporter nos contributions, même intellectuelles. C'est nous qui vous remercions. Aussi, merci à vous, chers donateurs, chers téléspectateurs, vous qui nous avez prêté du temps dans votre précieuse existence, vous qui avez contribué, nous vous disons infiniment merci. Merci à la réalisation, celle de Warren Z2. Merci au son. C'était bien sûr Cédric Chouna. Merci aux caméramen. Je pense tour à tour à Dallas Tiana. Je pense à Eric Watat et tout le reste de l'équipe. Merci à tous. Merci pour tout. Et surtout, lavez-vous les mains car le choléra est dehors. À très vite.